Bonjour, Olivia Galli, je suis directrice chez Citea en Bourgogne. Dans mon parcours de diplôme, j'ai une formation en psychopathologie clinique, en psychothérapie, en thérapie familiale. Et j'ai créé, il y a un peu plus de 6 ans, 2 établissements dans le département de Lyon pour prendre en charge des familles et des enfants, soit dans le cadre de consultations familiales, soit d'expertise. Et c'est à travers cette expérience que nous avons été amenés, avec mon service, à développer des compétences et un savoir-faire dans la prise en charge des violences sexuelles sur mineurs. Parce qu'en fait, j'avais pas le choix. On était obligés par la réalité de ce qu'on avait en consultation clinique, de se former aux violences sexuelles. Il faut savoir que les premières victimes de violences sexuelles sont les mineurs. 40% d'entre eux sont agressés par d'autres mineurs. C'est un véritable fléau national. La sénatrice Mercier a fait un long rapport sur la réalité qu'il y a derrière ces violences sexuelles, c'est-à-dire de la pédocriminalité, un fléau qui reste encore assez occulte et qui nécessite une prise en charge particulière et une ouverture de conscience. Et enfin, parce que sur une grande majorité des territoires, il n'y a pas suffisamment de professionnels pour entendre et prendre en charge ce type de victimes. Alors on sait que les premières victimes de violences sexuelles, ce sont les mineurs. On sait que ce sont des mineurs jeunes. On sait que 40% des mineurs sont agressés par d'autres mineurs. On sait que c'est une délinquance et un fléau qui est mal évalué, qui est occulte, c'est compliqué d'avoir des statistiques réelles et fiables sur ces données-là. Pour info, il y a à peu près 300 mesures au pénal par an, alors que le nombre de mineurs agressés sexuellement est évidemment beaucoup plus important. On sait qu'on ne sait pas faire, voilà, j'ai envie de dire, avec ces mineurs, parce qu'on leur pose peut-être pas suffisamment la question, qu'on les entend pas, qu'on se forme pas, donc on ne sait pas toujours bien s'y prendre avec ces personnes, avec ces victimes et avec leurs parents aussi. Et on sait qu'il y a des phénomènes qui sont en train d'émerger de façon très inquiétante, qui inquiètent tous les rapporteurs qui vivent en ce moment en France, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la prostitution chez les mineurs, et une augmentation du michetonnage, et les pratiques, l'accès à Internet favorise des commandes, donc ce qu'on appelle le live streaming. Donc il y a des commandes par exemple qui sont faites pour filmer des agressions sexuelles sur mineurs, et ça on sait que c'est en très très forte expansion, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, même si c'est pas agréable à entendre. Ce sont les juges la plupart du temps, ou le procureur, en tout cas le tribunal, qui le plus souvent nous adresse ces mesures. Mais de façon plus large, j'ai envie de dire qu'on nous adresse ces situations parce que les professionnels savent qu'on est formés, et que comme on est formés et que nous avons une expertise sur ce sujet-là, nous sommes les personnes auprès desquelles il faut nous envoyer les victimes. Ensuite, de façon plus protocolaire, soit le juge des enfants fait une ordonnance et est au courant qu'il y a eu des agressions sexuelles, et quand il fait son ordonnance de consultation familiale, il attend qu'on travaille sur cette notion d'agression sexuelle pour qu'on puisse faire ensuite un travail peut-être de coordination derrière. Soit le juge des enfants n'est absolument pas au courant qu'il y a eu une infraction sexuelle sur mineur, et c'est pendant la consultation familiale que ça va être révélé et déposé, et donc on va travailler autour de cette thématique. Soit le procureur nous adresse des situations où il faut faire des auditions, donc pour évaluer la crédibilité et coter le traumatisme de la victime. Soit c'est carrément des foyers, des MEX, qui, ne pouvant adresser en CMP ou à un professionnel qui a la capacité de prendre en charge l'enfant agressé, nous l'envoie directement. La première des choses, et qui est vraiment la plus essentielle, c'est qu'on va
devoir faire en sorte que la personne ait confiance en nous. Qu'elle soit dans le cadre d'une réquisition ou d'une thérapie, cette personne vient nous livrer quelque chose qui est là profondément effracté et qui fait vraiment partie de son noyau le plus intime. Donc il faut qu'elle soit absolument convaincue que vous êtes une personne en qui elle peut faire confiance et qui ne va pas non plus s'effondrer à l'écoute de ce qu'elle a à vous révéler. Donc il faut qu'elle puisse vraiment se sentir et en confiance et qu'elle puisse se dire que la personne en face, quoi qu'elle lui dise, tiendra bon. Alors oui. Une personne qui sort d'un parcours thérapeutique, elle est facile à reconnaître parce qu'elle est devenue forte. J'ai envie de dire, elle est vraiment alignée, il y a quelque chose, on sent qu'elle est vraiment ancrée. C'est quelqu'un qui n'a pas de séquelles au niveau de l'humeur, qui n'a pas de saut d'humeur, qui n'a pas d'agressivité, qui peut construire sa vie, qui a un regard bienveillant sur elle, qui peut avoir un regard bienveillant sur la société, qui peut rentrer dans des combats et qui a une vie sexuelle épanouie. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est primordial.